Chaque jour, des transfusions sanguines sauvent des millions de vies à travers le monde. C'est un de ces véritables miracles de la médecine moderne auxquels on finit presque par s'habituer. Mais il y a un détail complètement fascinant que l'on a tendance à oublier. Le sang, ce n'est pas juste un liquide, c'est un tissu vivant. Et c'est justement parce qu'il est vivant qu'il peut, de temps en temps, servir de cheval de Troie à des envahisseurs microscopiques totalement indétectables à l'œil nu. Alors comment la médecine sécurise-t-elle cette ressource vitale? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour commencer, posons les bases. Quand on parle de maladies à transmission sanguine, on ne parle pas d'un seul type de menace. C'est un véritable arsenal biologique très diversifié qui essaie de passer entre les mailles du filet. On a affaire à des virus qui se planquent à l'intérieur de nos cellules, à des bactéries qui adorent se multiplier pendant le stockage des poches de sang, à des parasites ramenés du bout du monde, et même à des trucs carrément bizarres qu'on appelle des agents non conventionnels, comme les prions. Mais avant de lister toutes ces menaces qui font un peu froid dans le dos, soyons très clairs et surtout rassurants. Face à ces risques, la médecine ne navigue pas à vue. Pas du tout. Les systèmes de défense qui protègent la chaîne de transfusion aujourd'hui sont ultra perfectionnés et structurés comme de véritables forteresses. Au programme de notre exploration aujourd'hui, d'abord, on va s'attaquer aux menaces virales. Ensuite, on verra pourquoi le stockage favorise les bactéries. En 3, le casse-tête des parasites. En 4, le monde étrange des prions. Et on terminera avec les innovations technologiques qui nous protègent au quotidien. Première étape de notre décryptage, les menaces virales. Et surtout, celles dont on parle un peu moins. Historiquement, le don de sang est tout de suite associé au test du VIH ou de l'hépatite. C'est normal, c'était les grandes peurs des décennies passées. Mais aujourd'hui, ces virus sont traqués de manière redoutable. Le vrai défi, ce sont les virus plus furtifs. Prenons le cytomégalovirus ou l'Epstein-Barr, par exemple. Chez un adulte en pleine forme, ça passe totalement inaperçu, zéro symptôme. Par contre, si ce même sang est transfusé à une femme enceinte ou à un patient dont le système immunitaire est affaibli, les dégâts neurologiques peuvent être très sévères. Même chose pour le virus West Nile. Et au passage, pour tordre le cou à une idée reçue très récente, la science est catégorique, il n'y a absolument aucun cas documenté de transmission du SARS-CoV-2, donc le virus de la Covid-19, par transfusion sanguine. On passe à notre deuxième grand défi, les bactéries et le risque lié au stockage. Les bactéries fonctionnent de manière totalement différente des virus. Souvent, la menace ne vient pas directement du donneur, mais du processus en lui-même. Une peau mal désinfectée lors de la piqûre, ou pire, un stockage un peu trop long, et la poche de sang se transforme en incubateur géant. Mais parfois, la nature nous donne un petit coup de pouce. L'exemple de la syphilis est fascinant. Cette bactérie terrorisait les médecins autrefois, sauf qu'en fait, elle est ultra fragile au froid. En plaçant le sang au frigo à 4 degrés, la bactérie meurt en moins de 48 heures. Passé 4 jours, il n'en reste absolument rien. Bref, la simple réfrigération moderne l'élimine naturellement. Sauf que, bien sûr, toutes les bactéries ne sont pas aussi sensibles au froid. Heureusement, quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, c'est extrêmement rare. On parle d'un cas sur 500 000 pour la bactérie Yersinia dans les globules rouges. Le problème, ce sont surtout les plaquettes sanguines, parce qu'elles doivent être conservées à température ambiante. Et à température ambiante, les bactéries prolifèrent. En 2023, en Allemagne, une poche de plaquettes contaminée a malheureusement causé le décès d'un patient. C'est tragique et ça rappelle pourquoi la règle est stricte, les plaquettes ne doivent jamais, au grand jamais, être conservées plus de 5 jours. Troisième étape, le défi des parasites face aux voyages mondiaux. La difficulté avec les parasites, ce n'est pas juste la biologie, c'est surtout la mondialisation. Avec les voyages internationaux, une maladie locale peut très vite atterrir dans une banque de sang à l'autre bout de la planète. Et c'est là que le questionnaire médical, juste avant de donner son sang, devient un outil de défense redoutable. Le paludisme, par exemple, reste la menace parasitaire numéro 1 au niveau mondial. Un simple voyage dans une zone à risque, et c'est l'exclusion temporaire, ou alors il faut faire des tests moléculaires ultra poussés. Pareil pour la maladie de Chagas, très présente en Amérique latine, tout repose vraiment sur la traçabilité géographique. Quatrième point, et là on rentre dans quelque chose de très particulier, les agents non conventionnels, les fameux prions. Alors, un prion, ce n'est ni un virus, ni une bactérie, ni un parasite. C'est juste une protéine, mais une protéine infectieuse, capable de causer des dégâts neurodégénératifs irrémédiables, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et ce chiffre, 5, il est très important. C'est le nombre exact de cas confirmés dans toute l'histoire où un prion a été transmis par transfusion sanguine au Royaume-Uni. 5, c'est un tout petit chiffre à l'échelle du monde. Mais comme ces maladies n'ont aucun remède et que les prions résistent à toutes les stérilisations classiques, c'est un risque qu'on ne peut absolument pas prendre à la légère. Du coup, comment on se défend contre un ennemi invisible qu'on ne sait pas détruire? Avec une méthode drastique, l'exclusion préventive. Le but, c'est de casser la chaîne de transmission. C'est pour ça que toute personne ayant déjà reçu une transfusion sanguine dans sa vie ou une greffe d'organes est définitivement interdite de donner son sang. C'est radical, c'est vrai, mais c'est notre seul véritable bouclier contre ce type de menace aujourd'hui. Et enfin, cinquième et dernière partie,
Comment la science moderne riposte? Parce que oui, face à tout ça, la médecine a complètement changé de braquet ces 15 dernières années. Avant, avec le dépistage traditionnel, on cherchait les anticorps dans le sang. Le problème, c'est qu'il faut du temps au corps pour les fabriquer. Ça créait une fenêtre sérologique, une période aveugle très dangereuse. Aujourd'hui, avec les tests moléculaires, c'est le jour et la nuit. On ne cherchait plus la réaction du système immunitaire, on cherche directement l'ADN ou l'ARN du virus lui-même. En gros, on attrape le criminel en flagrant délit, ce qui réduit la zone des dangers de manière spectaculaire. Et avec l'intelligence artificielle qui commence à modéliser les risques pour mieux sélectionner les donneurs, on franchit encore un nouveau cap. Et ça va encore plus loin du côté des bactéries. Imaginez un peu l'arsenal. On a des machines capables d'analyser un échantillon en 30 minutes chrono. On place maintenant de véritables petits capteurs intelligents sur les poches de sang. S'ils détectent du CO2 à l'intérieur, boum, l'alarme sonne. Pourquoi? Parce que s'il y a du CO2, ça veut dire que quelque chose respire là-dedans et donc qu'une bactérie est en train de grandir. Et puis, la touche finale, l'inactivation. On prend le plasma, on le bombarde de lumière UV avec des molécules spéciales et ça vient littéralement briser l'ADN des pathogènes avant même d'arriver à l'hôpital. Au final, grâce à ces technologies de pointe, la sécurité sanguine n'a jamais été aussi forte. C'est un exploit monumental. Mais il faut rester lucide. Comme le rappelle souvent la communauté médicale, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours une infime fenêtre indétectable ou la possibilité qu'un tout nouveau virus fasse son apparition. C'est pour ça que la meilleure ligne de défense restera toujours d'utiliser le sang de façon rationnelle, transfusé uniquement quand c'est une question de vie ou de mort. Alors, face à cette course aux armements microscopiques qui ne s'arrête jamais, on peut se poser la question: et si le sang artificiel était la prochaine grande révolution de demain? C'est une réflexion passionnante à garder en tête. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.